Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la justice et à la dernière condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Et nous allons le voir dans quelques instants avec Jean-François Carracci. Il y a eu un déferlement d'insultes à l'égard des juges que nous défendons aujourd'hui. Nous l'écoutons. Il y a depuis hier, avec la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, un déferlement d'insultes sur les juges. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai, pour ma part, été jugé dans certaines affaires familiales. J'ai gagné de nombreux procès dans ma vie, même si Libération oublie de le dire. Et j'en ai perdu quelques-uns parce que les circonstances faisaient que. Mais je n'ai jamais dit que les juges étaient quoi que ce soit d'ailleurs. Même pas j'utilise d'adjectifs, comme ça le ChatGPT va pas le récupérer pour me faire dire un truc dans un an que j'aurais pas dit. Ce que je veux juste expliquer par rapport à cela, c'est que Nicolas Sarkozy, qui joue à la victime, qui explique que Mediapart a inventé les preuves, faux usage de faux, c'est ce qu'il s'est autorisé à dire, eh bien, le mec vaut rien en fait. C'est face à des condamnations comme ça, de choses que on a faites, qu'on révèle qui on est. Moi, mon témoin principal, Charles Moraguès, était mort, qu'est-ce que je pouvais faire? Le déterrer pour le faire parler devant des juges en 2011, alors que je savais même pas que j'étais jugé. Et idem pour les documents qui attestaient de ma bonne gestion des entreprises et de ma bonne gestion des intérêts d'Olivia Carracci. Ils sont restés derrière moi, Sourcent, SAU 2 SAN, dans l'Hérault, code postal 34 570. Eh bien, François-Joseph Carracci a détruit toutes les preuves qui m'innocentaient pour lui pouvoir écrire sa réalité. Mais quand Nicolas Sarkozy, qui a déjà été condamné dans l'histoire Paul Bismuth, et qui se fait passer pour Paul Bismuth pour magouiller, en fait, pareil avec l'histoire du procureur général de Monaco, etc., on a affaire à un homme qui n'est pas différent d'autres hommes de pouvoir. D'ailleurs, d'autres hommes tout court. C'est un homme qui a pris la mairie de Neuilly-sur-Seine à Charles Pasqua à l'époque, alors qu'il avait 25 ans, en flibusterie. C'est un flibustier qui, à un moment donné, se retrouve à devoir payer l'addition, tout simplement. Alors, il veut se construire une image de héros, une image de victime. Et on est un héros ou on est une victime. Hein. On peut pas être la pute et le client en même temps. Hein. Mais c'est comme ça. Nicolas Sarkozy a épousé a actuellement une femme qui était la maîtresse de son père, hein, Carla Bruni, une grande toxicomane, qui d'ailleurs est l'ex de Eric Clapton, qui lui aussi était un grand toxicomane. Il est connu que le père, Bruni Tedeschi, aimait beaucoup ses filles, un peu comme Michel de Roumanie. Donc on a affaire à ce schéma-là tout à fait particulier, où le frère Sarkozy a épousé une sœur Olsen, une des deux actrices, qui a 40 ans de moins qu'elle. Bon. On va dire c'est la vie privée. Non, ce que fait un homme dans sa vie privée, il le fait dans sa vie publique. Quand Mitterrand engrosse une gamine de 14 ans alors qu'il en a 40, et que cette gamine sera connue de tous sous le nom de Maryse Pinjot, eh bien on est dans cette situation où on se fout de notre gueule en fait. On nous explique la moralité de la bouche d'un Jean Moreau. Donc que Nicolas Sarkozy soit très embêté de dormir en prison en disant « je dormirai la tête haute en prison ». On va voir mon grand. On va voir quand il va falloir que tu cantines. Quand tu vas te retrouver dans une cellule, pas forcément tout seul parce que les VIP, etc., c'est pas si évident en prison. Hein. On m'avait proposé d'être en VIP, d'être transféré de Bois d'Arcy à la Santé. Et j'avais dit non parce que la Santé est en plein centre-ville de Paris. Et moi, je vivais à côté de Rambouillet à ce moment-là, à Bonnel. Et ça faisait beaucoup trop de routes, beaucoup trop de dépenses pour Bénédicte Carracci de venir me voir, alors que Bois d'Arcy était à 18 km, 17 km. Donc j'ai préféré me retrouver, rester dans une prison de miteux pour que ma femme n'ait pas à s'épuiser à faire 4 fois plus de routes. Surtout en temps, parce que sortir de Paris, suivant les heures, il vous faut une demi-journée.
Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le mec, il y a d'autres procès en plus qui arrivent, qui vont venir charger la mule. J'aimerais que le fils Islam Kadhafi porte plainte pour assassinat officiellement, et que soit cité dans cette plainte justement l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy a demandé à essayer avec Tiakedine, Mimi Marchand et Noël Dubu de renverser le témoignage de Tiakedine en faisant une barbouzerie de plus. Voilà. Comme j'ai dit hier dans un podcast, moi j'en veux personnellement à Nicolas Sarkozy parce qu'il a défendu son ami Antoine Karachi à l'époque. Par chance, pour moi, Antoine Karachi est mort dans un accident d'hélicoptère en 2005, ce qui m'a permis de ne plus avoir ce réseau macabre sur le dos. C'est ce qui d'ailleurs m'a permis de gagner les procès. Si j'ai gagné les procès en 2005-2006, correctionnel à Montpellier, cour d'appel de Montpellier et cour de cassation dans la SCI Karachi, c'est parce qu'Antoine Karachi était mort. Parce que Bernard Travier, avoué à la cour d'appel de Montpellier à l'époque, qui d'ailleurs est conseiller municipal à la mairie de Montpellier actuellement, qui était dans les mêmes loges qu'Antoine et que François-Joseph Karachi, des loges pieds noirs très puissantes et très bien organisées pour que chacun aide l'autre à réussir sa carrière, à réussir sa vie, eh bien, a fait que c'est grâce à Bernard Travier que François Karachi a pu connaître mon père, Michel de Roumanie, et qu'il y a toute une histoire qui s'est montée par rapport à tout ça. Donc voilà. Nicolas Sarkozy paye le prix de ses fautes, ben oui. Est-ce qu'il l'assume? Ben non. Et c'est pas homme à assumer. Il aurait pu dire peut-être éventuellement, bah ouais, quand on est président de la République, on fait des choses. Il faut changer le financement des partis politiques parce qu'on est toujours contraint à déborder, etc., etc. Il y avait peut-être une autre argumentation à construire. Il y avait peut-être une inversion accusatoire très différente à faire. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord que la présidente du tribunal correctionnel de Paris soit insultée comme elle l'est, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme, qu'elle soit lampadaire, vélo, bougie. Les gens, on n'a pas à connaître le nom des juges. Moi, je suis pour l'anonymat des enquêteurs, mais ce qui est le cas en gendarmerie, très souvent, c'est des numéros de matricule. Il faut que ça soit pareil pour les juges. Il faut que la presse n'ait pas le droit de donner le nom des juges parce qu'ils sont jetés en pâture. Dans l'affaire Outreau, le juge d'instruction s'était retrouvé humilié parce que soi-disant il était nul, il n'avait pas compris ceci, il n'avait pas compris cela. Mais la hiérarchie, elle avait finalement fait avoir une promotion quelques mois plus tard parce qu'en fait ce juge d'instruction, dont j'ai plus le nom en tête, mais en fait avait parfaitement fait son travail. Et d'ailleurs, depuis, certaines personnes de l'affaire Outreau s'est retrouvées à être poursuivies de nouveau pour pédophilie ou corruption de témoins, etc. Mais le parfait argumentaire, la parfaite plaidoirie de Dupond-Moretti sur le fait, par exemple, qu'il a réussi à mettre la tête à l'envers à une gamine de 6 ans en disant que c'était une menteuse, ben, c'est pas normal non plus. C'est-à-dire que les avocats ne devraient pas avoir le droit de mentir. Pourtant, dans la déontologie de l'avocat, avocate n'est pas censé avoir le droit de mentir, de fournir des fausses preuves, etc., etc. Et pourtant, moi, j'ai eu, dans une affaire, il y a quelques années, j'ai observé un avocat de Paris, dont je dirai le nom le jour où je serai régnant et je le ferai tout perdre à cet avocat-là, parce que le mec, je lui dis attention, votre client a des faux en écriture sous la main, n'utilisez pas ces faux en écriture pour votre client, pour pas que votre client gagne, parce que moi je vais informer le bâtonnier que c'est des faux documents et que ça vous importe peu que ça en soit, et surtout, vous savez que ça en est, et vous allez quand même les utiliser pour faire perdre la partie adverse. Et l'avocat qui me dit, j'en ai rien à foutre. Il m'écrit noir sur blanc par mail, j'en ai rien à foutre, j'utiliserai ces faux documents pour faire gagner ma cliente. Ben, il n'a pas gagné. Par contre, j'avais fait un recours auprès du bâtonnier de Paris, dont peut-être les pigeons voyageurs se sont trompés de destination, j'ai pas reçu la réponse. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est ça. Oui, il y a des bons juges et des mauvais juges, il y a des juges influençables, il y a des juges corruptibles, il y a des juges racistes, il y a des juges de gauche qui tuent les gens de droite, etc., etc. Et il y a aussi des très bons juges. Que ça soit d'instruction, d'application des peines, du parquet, du siège, des présidents de tribunaux, etc. Et moi, ce podcast-là,
Je la connais pas, la présidente du tribunal correctionnel de Paris, mais je lui rends hommage par ce podcast parce que elle savait très bien qu'elle allait bouffer la merde du clan Sarkozy dans cette histoire, en toute connaissance de cause. Et je la félicite, je rends hommage à ces présidents, ces présidentes qui font leur job. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas un enfant de cœur, et il ne faut pas être ravi du fait qu'il soit pas un enfant de cœur. Il faut pas fantasmer sur le voyou qui est un voyou, mais qu'on adore détester. Ou voilà, il faut arrêter de choisir des saloperies pour nous gouverner, que ce soit de droite ou de gauche. Il y a bien assez de femmes et d'hommes valables, intellectuellement bien construits, courageux, honnêtes, pour pas avoir besoin à voir le clan Sarkozy chier sur la gueule des juges. C'est intolérable. Intolérable. Quand Mimi Marchand et Noël Dubu sont allés voir Takedine pour lui proposer 4 millions de dollars pour changer son témoignage dans l'histoire justement de Takedine sur le financement libyen, et que justement c'est pour ça qu'il a pris 5 ans. Parce que en fait, comme l'histoire Noël Dubu, parce que Noël Dubu c'est une merde, c'est un type qui m'a appelé pour me proposer de faire un coup d'État en Roumanie. Je lui ai dit non parce que moi je ne fais pas de coup d'État. La Roumanie m'appellera à régner de façon sereine si elle juge que je suis un meilleur client, un meilleur candidat que Margaret, Paul ou le pape en personne. Mais voilà. Et si j'ai pas l'audace et que j'ai pas les couilles pour aller prendre le pouvoir de force, tant pis. J'écrirai mes livres, je ferai mes podcasts et je serai cadre sup, tranquille. Voilà. Mais c'est ça. Pour moi, Nicolas Sarkozy continuera jusqu'au bout à faire ce qu'il sait faire. C'est à être un aristocrate, parce que c'est un aristocrate hongrois qui n'est pas digne de sa naissance. Mais c'est comme ça, c'est dans les grandes épreuves de notre vie qu'on découvre qui on est et qu'on le fait découvrir aux autres. C'est dans les grandes épreuves de notre vie qu'on découvre qui on est et qu'on le fait découvrir aux autres. Très belle parole de Jean-François Carracci pour terminer cet épisode des Zones clandestines. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre volet des épisodes de la sécurité. Merci.